Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 5e journée porte ouverte en ligne du réseau SCPE pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver pour cette table ronde consacrée à la mobilité internationale. Pendant les 45 prochaines minutes, nous allons découvrir comment se déroule la 3e année à l'étranger dans les Sciences Po du réseau, grâce au témoignage d'une de nos responsables des relations internationales et de nos 2 étudiants partis en mobilité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Taos Boudine. Bonjour Taos. Bonjour. Vous êtes responsable des relations internationales à Sciences Po Aix. Tout à fait. Erika Berboto. Bonjour Erika. Bonjour. Vous êtes étudiante en 4e année à Sciences Po Rennes et vous êtes partie au Chili. Oui. Joseph Gilbert. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous êtes étudiant également en 4e année, mais à Sciences Po Strasbourg, et vous êtes parti à Dublin. Chacun prendra la parole à tour de rôle. Vous pouvez poser vos questions dans le chat en direct au fil des témoignages. Les intervenants vous y répondront lors de la session questions-réponses. N'hésitez pas à écrire vos prénoms dans le chat avec votre question. Pour commencer, je laisse la parole à Taos Boudine, qui est responsable donc des relations internationales, qui va présenter l'organisation et les objectifs de la mobilité internationale, ainsi que l'accompagnement et la préparation. Taos, c'est à vous. Merci Elise. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de cette année cruciale du diplôme, qui est cette année de 3e année à l'international, une année de mobilité qui est obligatoire et qui prend en général 2 formes. Donc vous avez 2 possibilités en fait quand vous êtes à l'étranger pendant cette 3e année. Premièrement, vous pouvez faire une année complète dans une université partenaire, ou vous pouvez faire une mobilité, ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire un semestre dans une université partenaire et un semestre de stage, toujours à l'étranger. Donc c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante, qui est possible grâce à un réseau de partenaires internationaux que tous les établissements ont dans le monde entier, et qui permet de développer un certain nombre de compétences et de découvrir aussi de nouvelles choses, une façon différente de découvrir certains enseignements. Donc il y a différents objectifs dans cette mobilité. Vous pouvez d'abord découvrir une nouvelle pédagogie, puisque vous allez aborder les sciences sociales à travers une pédagogie complètement différente de celle qui est dispensée dans les universités françaises et dans le réseau SCPO. Vous pouvez aussi développer de nouvelles compétences linguistiques ou approfondir une langue que vous avez déjà commencé à étudier quand vous étiez en 1re et en 2e année, en étant dans une immersion linguistique complète et avec une formation intensive en langue. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez aussi, à travers les stages, justement, découvrir de nouveaux secteurs, de nouvelles activités, afin de vous projeter professionnellement, de peaufiner un projet, et ce qui va vous permettre soit de vous conforter dans vos choix initiaux, soit de l'ajuster pour la suite. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une année qui se prépare dès la 1re année. En réalité, on commence déjà les réunions d'information en 1re année, une fois que vous avez réussi le concours. Mais c'est surtout en 2e année que cette année de mobilité à l'étranger en 3e année se prépare, avec un cycle de réunions d'information. Et dans tous les établissements, vous avez une équipe des relations internationales qui est dédiée à l'accompagnement des étudiants, donc qui est à votre disposition pour pouvoir vous préparer sur tous les aspects de la mobilité. Et vous avez donc, en plus de la présentation des différents partenaires, des différentes universités, vous avez aussi un accompagnement administratif dans tout le processus de préparation de cette mobilité, que ce soit sur les questions de visa, de renouvellement de passeport. On vous dit toujours de bien anticiper cette question-là, qui est souvent, qui peut être un petit peu mise de côté, mais qui est très très importante. C'est juste la base, en fait, d'avoir un passeport à jour. Voilà, aussi de préparer le visa, mais aussi l'accompagnement dans l'inscription au sein de l'université partenaire, dans le choix de cours. Donc, il y a toujours 2 volets dans l'accompagnement de l'étudiant. Il y a un volet administratif, donc avec un accompagnement par l'équipe des relations internationales, et vous avez un accompagnement aussi pédagogique,
puisque pour chaque zone géographique, en général, vous avez des coordinateurs pédagogiques qui sont des enseignants, qui sont spécialisés sur ces zones-là et qui vous accompagnent dans le choix de vos cours et tout au long de votre mobilité aussi, quand vous êtes à l'international, qui est en contact avec vous pour savoir si les cours se passent bien, si votre mobilité se passe bien, s'il y a certains ajustements à faire ou pas, puisqu'il y a aussi des obligations pédagogiques, hein, de valider un certain nombre de cours, de passer des examens, de remplir des documents. Donc, vous avez vraiment un accompagnement qui est le plus complet possible. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Alors, un autre accompagnement qui est crucial, et là, je m'adresse aux étudiants, mais aussi aux parents, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le budget. Donc, c'est le fait que ce soit en troisième année, ça permet quand même aux étudiants de préparer sur le plan financier cette mobilité à l'international pendant ces 2 premières années. Parce que, en fonction du coût de la vie de chaque pays, forcément, le coût est variable. Donc, il faut vraiment anticiper cette question-là. Et les établissements, nous aussi, on met à disposition des bourses de mobilité qui ont bien sûr vocation à soutenir ce projet de mobilité, mais pas à financer l'intégralité de la mobilité. Donc, c'est important aussi qu'il y ait une complémentarité dans l'anticipation de ces questions-là par chacun d'entre vous. Alors, les établissements en général du réseau ACPO, ils reçoivent différentes subventions. En général, c'est celle du ministère, donc aide à la mobilité internationale, qui est une bourse qui est dédiée exclusivement aux étudiants boursiers du Crous. La deuxième bourse, c'est la bourse Erasmus, donc qui finance des mobilités d'études et de stages. Et vous avez aussi des bourses régionales, donc selon la région, les régions peuvent financer aussi des bourses de mobilité, de stage ou études. Donc, il y a quand même des fonds réguliers que les établissements perçoivent chaque année pour pouvoir vous aider à financer cette mobilité à l'étranger. Et un point aussi important que je pourrais rappeler, c'est que l'avantage de partir en fait en troisième année dans les partenariats que les établissements ont, c'est que vous ne payez pas les frais d'inscription dans l'université d'accueil. C'est quand même un des grands avantages. Vous payez les frais d'inscription avant votre départ dans un des établissements du réseau ACPO, mais vous ne payez pas là-bas. Et c'est quand même très avantageux quand on pense par exemple aux frais d'inscription aux États-Unis ou au Canada ou même dans d'autres universités au Royaume-Uni qui sont quand même assez conséquents. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une expérience dans une université vraiment de très haute qualité académique sans payer les frais d'inscription, et ça, c'est pas négligeable. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Oui, je vais. Si vous avez des questions à poser à Taos, n'hésitez pas dans le chat. Merci beaucoup Taos pour cette présentation très claire. Elle nous offre une vision d'ensemble précise sur la mobilité internationale et du solide, vraiment, ça c'est très important, du solide accompagnement dont bénéficient les étudiantes et les étudiants avant leur départ grâce au travail exceptionnel de nos équipes internationales dans chaque IEP. Je passe maintenant la parole à Erika. Erika, étudiante partie au Chili, qui va nous partager son expérience sur place dans ce pays extraordinaire. Erika, à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Erika et je vais vous parler de ma mobilité au Chili. Moi, je voulais absolument partir en Amérique du Sud et j'ai choisi le Chili parce que, en fait, il y avait un échange avec Valparaiso, qui est une ville magnifique. Donc, c'est une capitale culturelle. Et donc, ça réunissait en fait tout ce que je voulais pour mon année à l'étranger. Donc, j'ai choisi de partir là-bas. D'abord parce que Valparaiso, c'est une ville universitaire vraiment qui est très dynamique et donc pour son identité. Donc, moi, quand je suis arrivée, bien sûr, j'ai été frappée par ce contraste, donc de vivre en France et ensuite d'arriver dans une telle ville. C'est une ville qui est vraiment pleine d'énergie et qui est vraiment très dynamique d'un point de vue universitaire. Donc, la vie étudiante sur le campus comme dans la ville s'est vraiment passée très bien et les liens se sont faits vraiment très naturellement.
Il y avait d'abord les étudiants locaux qui intégraient très facilement les étudiants internationaux. On avait par exemple des travaux de groupe et ça m'a permis de participer vraiment activement à des cours, mais aussi de me faire des amis et de faire des rencontres. Sur le campus, c'est un peu le même système qu'en France. En fait, il y avait beaucoup de vie associative, de vie étudiante. Et donc ça m'a aussi permis d'avoir un aspect concret à côté des cours et de participer, par exemple, à des conférences, à des événements associatifs, sportifs. Ça m'a vraiment permis de vraiment bien m'inclure. Aussi par rapport au fait qu'on ait vraiment beaucoup d'étudiants internationaux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En fait, quand je suis arrivée au Chili, on a eu une rentrée et on a rencontré tous les étudiants internationaux qui sont venus faire leur échange au Chili. Ce qui m'a frappée, en fait, c'est la diversité d'horizons. En une seule journée, en une seule pièce, j'ai rencontré des personnes de beaucoup de nationalités différentes. C'est ça qui a fait la richesse, en fait, de mon échange, c'est que j'ai pu me faire des amis qui venaient d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie. En fait, qu'on partageait tous une même expérience d'arriver dans un pays, de partager notre culture d'origine et de découvrir celle dans laquelle on venait d'arriver. Et si je peux parler un petit peu des cours, je dirais que j'ai développé vraiment des compétences qui viennent compléter les compétences qu'on apprend dans les universités françaises. Euh, D'abord parce que le système académique est différent. Par exemple, on fait beaucoup plus de travaux de groupe et les professeurs sont vraiment très bienveillants et ils prennent en compte le fait qu'on est des étudiants étrangers. Donc, ça nous permet vraiment de beaucoup s'intégrer et de faire, par exemple, beaucoup de prises de parole. Donc, ça, c'est super important pour développer des compétences linguistiques. Et, euh, et voilà, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir un côté professionnel, mais aussi de me faire des amis dans la classe. Donc ça, c'est super parce qu'on est vraiment à l'autre bout du monde. On a aussi fait, par exemple, beaucoup de recherches académiques et j'ai eu l'occasion de suivre des cours que je ne suivais pas en France. Par exemple, comme j'étais au Chili, je me suis dit que c'était l'occasion d'en découvrir plus sur l'histoire du Chili. J'ai pu faire, par exemple, des ateliers autour de l'histoire des peuples autochtones du Chili. Donc, c'était vraiment super intéressant parce que les professeurs avaient en général un lien direct avec cette identité-là. Voilà pour la vie étudiante. Après, je dirais que simplement le fait de partir à l'étranger, de partir seul, on est confronté à des difficultés qui peuvent nous permettre de développer des compétences qui sont vraiment très utiles. Moi, par exemple, j'avais un niveau d'espagnol assez moyen. Le fait d'arriver dans un pays hispanophone où on parle vraiment que espagnol, ça veut dire que toutes mes interactions du matin au soir, elles étaient faites dans cette langue-là. Donc, ça m'a permis vraiment d'évoluer énormément. Et aussi, sur le côté organisationnel, je dirais que ça nous a aussi permis de devenir plus responsables parce que du coup, du simple fait de préparer nos papiers pour le départ, de avoir notre passeport à jour, de trouver un logement. Donc ça nous responsabilise et ça nous permet d'avoir un côté logistique. Et aussi, une fois sur place, bien sûr, on a envie de découvrir le pays. On voyage beaucoup, on visite la ville, on visite des musées, on fait beaucoup d'activités et tout ça, c'est des choses qui se préparent et ça se prépare pas dans notre langue maternelle. Encore une fois, ça nous permet vraiment d'être très responsabilisés. Je finirai encore sur je reprends les cours. Je dirais juste que c'était très stimulant et très accessible, encore une fois, parce que les professeurs sont vraiment très bienveillants. Ils prennent en compte le fait qu'on est des étudiants internationaux. Donc, on est bien sûr inclus, mais ils n'hésitent pas, par exemple, à nous proposer de l'aide, à nous donner des échéances un petit peu plus souples. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très passionnant et ça a vraiment complété mon cursus français. Encore une fois, le fait
seule, entre guillemets, de partir seule et de découvrir des personnes qui vivent la même expérience que nous, ça crée des liens très forts. Moi, aujourd'hui encore, je suis amie avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. Génial. Donc oui, et voilà, c'est vrai que c'est des liens que c'est en fait, c'est une occasion unique de grandir personnellement, de grandir académiquement, de découvrir un pays. Donc voilà, moi, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Erika, pour votre Merci à vous. témoignage inspirant. On sent à quel point cette année à l'étranger était une expérience riche en rencontres avec d'autres étudiants internationaux, mais également avec ses professeurs qui ont été vraiment C'est ça. bienveillants tout au long de l'année, ce qui a permis voilà, que cette année extraordinaire se passe dans les meilleures conditions, à la fois sur le plan personnel et académique, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour Merci à ce vous. témoignage. Je donne à présent la parole à Joseph, étudiant en 4e année, qui est parti à Dublin et qui va revenir sur les enseignements et les bénéfices de cette 3e année à l'étranger. Joseph, je vous laisse la parole. Oui, alors, effectivement, moi, je m'appelle Joseph. Je suis parti donc, 1 an, en Irlande, à Dublin. Heu, alors c'est un peu ce qu'a dit en filigrane, Erika, finalement, c'est la 3e année, parfois on en parle de cette année comme d'une aventure. Effectivement, c'est une aventure, avec tout ce que ça implique, heu et on en tire quand même pas mal de choses. Déjà moi, je comment dire? Si ça n'était pas partie intégrante du cursus, si c'était pas obligatoire déjà à la base, peut-être que je ne serais pas forcé à participer à ce genre d'aventure justement et je trouve que c'est une bonne chose déjà que ce soit vraiment, ouais, partie intégrante de notre cursus et que ce soit entre aussi au milieu du cursus justement. Ça c'est une bonne organisation et une fois qu'on l'a fait, on en sort forcément, grandi. Donc ouais, moi je pense que dans tous les cas, peu importe comment se passe, la 3e année, on en tire forcément quelque chose. Sur le plan personnel, sur le plan des relations, sur le plan professionnel aussi, forcément. Mhm. Hem, moi, par exemple, je pense que quiconque, est en 4e année et a fait sa 3e année vous dira qu'il en est ressorti plus mature peut-être ou grandi d'une certaine manière, vous voyez? Hem, Après il faut dire que bon, faut pas non plus, idéaliser cette expérience. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir, des déboires aussi, ça arrive forcément. Notamment en discutant avec, des copains à moi de Sciences Po, j'ai pu avoir des retours d'expériences qui ne sont pas toujours passées, par moments, de manière, tout ne s'est pas Optimal. passé comme prévu. Mais néanmoins, on en tire forcément quelque chose, sur le plan intérieur, par exemple et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ça. Malgré tout, évidemment, la plupart des expériences se passent très bien, hein, évidemment. Ça a été mon cas dans tous les cas. Hem Donc, heu, donc ouais, par exemple, sur le plan, voilà, plus académique ou en termes de compétences, moi, je préférais partir dans un pays, anglophone parce que justement, je cherchais à améliorer mon anglais et effectivement, en Irlande, on est immergé dans l'anglais. Ça, de facto, en fait, ça vous force à, vous améliorer, même si c'est dans un pays d'ailleurs dont vous ne maîtrisez pas forcément la langue, hein. J'ai des copines qui sont allées au Japon et qui derrière, ont pas mal progressé, en japonais ou en chinois, enfin, peu importe finalement. On en tire forcément quelque chose, sur le point de vue du langage. Donc ça vraiment c'est un truc que je retiens. Je me débrouille nettement mieux en anglais qu'auparavant. Ça nous force à prendre confiance en nous, voilà, vu qu'on est immergé, ne serait-ce qu'aller prendre ses courses, d'aller faire ses courses en fait, ça nous force à utiliser l'anglais. Hem, Évidemment à dialoguer à parler avec les autres, membres de l'université et cetera. Donc voilà, ça c'est un gros avantage. Évidemment, on a aussi des relations, voilà, on se fait des amis, des copains qui derrière, bah, qu'on pourra revoir ensuite par la suite. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'est très cher, lors de cette année et voilà, c'est la chose que je retiens de cette année donc si ça vous arrive à vous aussi, ben, tant mieux. Hem, donc voilà, mais même plus largement, de Sciences Po, ce que je retiens, c'est l'aspect humain, mais notamment dans la 3e année, ça se ressent aussi. Hem, Ensuite, Est-ce que cette expérience a eu un impact sur la suite de votre parcours?
Oui, oui, j'allais l'évoquer. Euh, alors, pas forcément, enfin, pas particulièrement. Euh, un peu quand même, malgré tout. Notamment, en fait, quand on arrive à. C'est un point commun à la plupart des universités d'accueil, mais on peut en faire notre cursus un peu à la carte. On peut choisir nos cours de- plus ou moins librement. Je sais que moi, j'ai pu prendre des cours qui semblaient m'intéresser. Et notamment, j'ai pris un cours sur les relations internationales que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est pas la seule raison, évidemment, mais je pense que c'est une des raisons qui m'a poussé à choisir la filière internationale IRI D'accord. en quatrième année, une fois arrivé en quatrième année. Donc, euh, donc oui, bien sûr, ça peut tout à fait vous orienter, ou alors vous préférez vous orienter vers des cours un peu plus différents de ceux qu'on voit à Sciences Po, voir ce qui vous plaît ou non, pour expérimenter, voilà, parce que c'est l'occasion. On n'a pas forcément l'occasion de faire de la philosophie, par exemple, à Sciences Po, en tout cas pas particulièrement de la philosophie. Bon, bah voilà, j'ai pris un cours de philosophie, ça m'a un peu ouvert l'esprit finalement. Euh, oui, bien sûr, c'est vraiment comment dire, on est libre à ce niveau-là aussi, quoi. Et à l'inverse, on peut aussi, voilà, moins aimer certains cours et se dire que bon, peut-être que l'année Oui, prochaine, je c'est pas fait pour préférerais nous. choisir autre chose. Voilà. Dans tous les cas, ça nous oriente plus particulièrement. Et votre retour Ah bah, en France? franchement, honnêtement, ça dépend encore une fois de la destination. Moi, l'Irlande, j'ai pas préféré partir dans un pays aussi éloigné que le Chili. Je préférais rester déjà en Europe. Puis ensuite, bah, voilà, l'Irlande, c'est un pays qui est assez proche de la France, même en Oui. termes de culture. C'est une culture anglo-saxonne, certes, mais qui reste à certains égards relativement proche de celle de la France. Euh, donc bon, j'ai pas non plus. Il y a eu un dépaysement, certes, mais pas non plus un dépaysement au point d'avoir un choc en revenant en France. D'autant plus que si vous partez relativement proche de la France en troisième année, vous aurez peut-être l'occasion, dans les circonstances, de pouvoir peut-être rentrer aussi en cours de route en France pour les fêtes ou autres. C'est vrai, Donc bon, c'est aussi la cette distance de votre proximité. destination par rapport à la France, c'est aussi un choix à pondérer à l'avance. Mm, mm. Mais non, aussi une petite anecdote peut-être, c'est que moi à la base je viens du Nord. Et en rentrant, bizarrement, j'ai remarqué plus l'accent dans la rue du Nord, alors que ben, je vois pas pourquoi ça m'aurait plus frappé, ça reste ça reste du français, quoi, mais je sais pas, j'ai remarqué soudainement que, ah tiens, les gens ont un accent par ici, c'est étrange. Mais sinon, à part ça, en tout cas pour moi, le retour en France était vraiment assez simple. Voilà. D'accord. Et avec votre promotion, le retour, quand vous êtes retrouvés tous avec votre promotion en quatrième année, Bah, après avoir vécu cette riche expérience. moi, honnêtement, tout dépend comment on voit la troisième année. Encore une fois, tout dépend de notre expérience aussi. Mais moi, je trouve qu'un an, personnellement, c'est bien. 6 mois, ça aurait été peut-être un peu court. Un an, pour moi, c'est la bonne durée pour partir à l'étranger, honnêtement. On a le temps de bien s'imprégner de la culture, de voilà, vivre son aventure jusqu'au bout, finalement, de Mhm. cloître, de fermer le chapitre, et ensuite de repartir sur une nouvelle base en quatrième année, quoi. D'autant plus que, bon, voilà, la quatrième année, c'est aussi une nouvelle expérience. C'est là qu'on se Tout à fait. spécialise, qu'on choisit une filière. Je crois qu'il c'est d'ailleurs pendant la troisième année, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc oui, non, moi, j'ai bien aimé rentrer à Strasbourg, en l'occurrence, revoir les copains, tout Voir la ça. promotion, les professeurs, retrouver votre Exactement. école. Et Taos, c'est vraiment, c'est en termes de calendrier scolaire, ils partent quand les étudiants exactement? Parce qu'on parle d'un an, mais c'est de août à août, c'est de juillet à juillet? Alors, ça va dépendre des universités. En général, on va D'accord, dire en moyenne, c'est entre septembre et mai. d'accord, Mais par exemple, en Amérique latine, les cours peuvent commencer en août. Donc, voilà, les calendriers peuvent varier selon les périodes, en fait, selon la façon dont les années académiques sont organisées dans les pays. Donc, ça aussi, d'accord, c'est quelque chose à prendre en compte. d'accord. Voilà. Voilà. De toute manière, les étudiants ils sont informés en amont Mhm. des différentes dates. Voilà. Pareil, par exemple, par rapport aux vacances, voilà, en Amérique latine, au mois de janvier, ça va être un peu plus calme. Euh, dans le monde arabe, il y a une période qui va être un peu plus calme aussi. Par exemple, les cours, ça va être jusqu'à décembre. Il n'y a pas forcément de vacances de Noël. Voilà, ça peut varier. Donc, en D'accord. fonction des, voilà, c'est pour ça que c'est
cette année à l'étranger aussi, c'est vraiment une expérience d'interculturalité sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan personnel, sur le plan de la découverte de l'altérité, de la découverte de l'autre, mais aussi de l'appropriation d'un nouveau mode de fonctionnement et d'une nouvelle culture, et forcément qui est imprégné dans les fonctionnements des universités et aussi des calendriers, des fêtes. C'est vrai, une vraie immersion sur tous les plans, en fait. Ouais, on le sent ouais, à partir. Bon, bah, je vous ai pas. Merci Taos pour ce complément d'information et merci, merci Joseph pour votre témoignage qui illustre parfaitement à quel point cette expérience internationale peut être vraiment une aventure, comme vous avez dit, où on rentre plus mature, plus grandi. Hein. C'est vraiment une immersion linguistique, comme a dit Taos, vraiment Taos, pardon, interculturelle aussi. C'est indéniable. Ça permet aussi une prise de confiance. Ça, c'est bien. Je trouve une prise de confiance sur la prise de parole, sur l'acquisition d'une langue. C'est vrai que on n'a pas le choix. On est obligé pour faire ses courses, tout ça. On est obligé de parler. Donc ça permet de revenir avec une certaine confiance sur l'acquisition d'une langue. Voilà, une ouverture aussi sur des thématiques de cours, ça c'est aussi important. Peut-être des thématiques de cours auxquelles vous n'aviez pas pensé en première et deuxième année. Et le fait d'avoir fait ce choix pendant cette année à l'étranger, ça vous permet aussi de définir en tout cas vos projets académiques en quatrième année. Donc, merci beaucoup Joseph. On a terminé les différentes interventions. Merci à tous. On va passer à la session questions-réponses. Donc, nous avons une première question de Romane. Merci Romane pour cette question. Alors, j'aimerais savoir où est-ce que nous pouvons partir et également comment sont répartis les élèves sur les différentes universités. Taos, je pense que c'est pour vous. En général, vous pouvez partir dans le monde entier. Donc, on va dire qu'en moyenne, chaque établissement a à peu près entre 150 et 170 partenaires dans le monde entier. Bien sûr, dans des pays possible d'aller. Hein, donc, il y a la dimension sécuritaire, elle est prise en compte par chacun des établissements du réseau des SCPO. Et on travaille en étroite collaboration avec le ministère justement de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères sur les aspects de sécurité. Certaines zones peuvent être suspendues, voilà, ça arrive en fonction des différents contextes géopolitiques ou autres. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on peut partir partout. Et ensuite, les places, oui, les places sont limitées pas dans chaque université. Il y a un certain nombre de places qui sont disponibles pour les étudiants. Mais ce qu'il faut tenir compte, en fait, c'est que les partenariats fonctionnent sur la réciprocité. C'est-à-dire de la même manière que nous, chaque année, on envoie des étudiants dans ces universités partenaires, en retour, on reçoit leurs étudiants aussi dans les établissements du réseau SCPO. Donc, en fonction de l'équilibre entre la mobilité entrante et sortante, le nombre de places par année peut varier. Mais en général, il est assez stationnaire puisqu'il y a un vrai travail de vigilance et d'équilibre qui est fait tout au long de l'année. Donc, voilà comment un petit peu ça se passe. Et peut-être que je peux anticiper sur la question de comment on fait pour choisir les universités. Tout simplement, en fait, en général, dans chaque établissement, c'est en deuxième année. Les étudiants vont formuler un certain nombre de vœux de mobilité, de destination. Premièrement, il va falloir choisir d'abord le type de parcours qu'on veut. Est-ce qu'on veut partir 1 an dans une université ou est-ce qu'on veut faire un semestre et un stage? Ça, c'est déjà important de le préciser. Ouais. Et dans un deuxième temps, quelles universités nous intéressent? Et là, il faudra choisir un certain nombre d'universités et plusieurs critères peuvent être pris en compte. Ça aussi, c'est très important. C'est que premièrement, c'est le nombre de places disponibles qui, comme je vous l'ai dit juste avant, est variable d'une année à l'autre. Dans un deuxième temps, c'est le résultat au test de langue, puisque beaucoup d'universités partenaires exigent un certain score de langue. Donc, par exemple, le IELTS ou le TOEFL. Pour l'espagnol, ça peut être le DELE ou le CELE, selon certaines universités qui vont exiger un certain score pour pouvoir intégrer leur université pendant un semestre ou un an. C'est un test qui se prépare avant le départ, en deuxième année. Et puis, ça va être aussi, par exemple, peut-être la moyenne, les moyennes, le nombre de la moyenne de première année qui va être prise en compte. Il y a un certain classement. C'est important aussi que l'étudiant soit vraiment investi dans ses cours pour que les notes soient bonnes et que leurs chances soient plus grandes. Mais en tout cas, il faut vraiment se rassurer sur ça, c'est que tous les étudiants partent à l'étranger.
Ouais, très Tous important. les établissements, voilà, il n'y a aucun étudiant qui est laissé sur le carreau, qui est laissé sur le côté. Tous les étudiants partent. Les établissements ont assez de partenaires et développent des nouveaux partenariats et ont assez de place pour pouvoir placer tout le monde. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on demande aux étudiants de faire plusieurs vœux et de faire des vœux en conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas des vœux par défaut, même si c'est le 4e ou le 5e, il faut que ce soit 4 ou 5 vœux ou 6 vœux qui comptent, qui soient vraiment importants. Comme ça, si on tombe sur l'un des 5 ou 6 vœux, on est content. Voilà. Donc, ça, Merci. c'est important. Ouais, je pense que ça, c'est une des questions souvent qui se posent justement. Question de Nathalie. Merci Nathalie pour votre question. Faut-il forcément partir dans un pays qui parle l'une des langues suivies à l'IEP? Alors, pas forcément. Alors, en général, il faut quand même garder une certaine cohérence par rapport à l'aspect linguistique. Mais de la même manière que les établissements du réseau ACPO proposent des cours en anglais pour accueillir les étudiants internationaux qui ne parlent pas français, eh bien, nos partenaires aussi ont un nombre important de cours en anglais, même si l'étudiant ne parle pas la langue du pays. Donc, par exemple, un étudiant qui va, je ne sais pas, au Mexique ou qui va aller au Japon ou dans une autre université, bien sûr, surtout s'il a commencé par exemple le japonais ou s'il a commencé l'espagnol juste en première année, ou il a commencé la langue arabe et qu'il n'a pas forcément un niveau suffisant pour pouvoir suivre des cours de sciences sociales dans la langue japonaise, chinoise ou arabe, bien entendu qu'il va devoir choisir des cours en anglais pour pouvoir valider ses crédits. Donc c'est pour ça que tous les étudiants n'ont pas forcément l'obligation de maîtriser parfaitement cette langue pour pouvoir aller dans le pays. Par contre, bien sûr, il faut avoir conscience qu'il faut garder quand même une certaine cohérence. Un étudiant qui a fait de l'espagnol et qui va aller en Amérique latine va quand même va être quand même priorisé d'une certaine manière par rapport à un étudiant qui ne fait pas du tout d'espagnol et qui veut y aller. Ça va dépendre du nombre de places, ça va être au cas par cas, mais je dirais que oui, c'est possible, bien entendu. Et en même temps, il faut aussi garder une cohérence par rapport au profil de l'étudiant et des langues qu'il maîtrise et qu'il souhaite aussi approfondir. À son projet, bien sûr. Merci Taos. J'ai une question de... Ah oui, c'est une question encore pour vous, Taos. Lorsqu'on est éligible à la bourse, une bourse sera forcément disponible pour nous à l'étranger. Lorsqu'on est éligible à une bourse? Lorsqu'on est éligible à la bourse, une bourse, est-ce qu'une bourse sera forcément disponible pour nous à l'étranger? Alors en fait, la question, je pense qu'elle est... Je vais essayer de comprendre le sens de la question. C'est en fait, les bourses sont attribuées avant le départ. Et en fait, je ne sais pas s'il y a une confusion sur les bourses Crous ou les bourses à l'étranger. Refaites le point peut-être sur les bourses. En tout cas, il y a 2 types de bourses. Quand je parle de bourses d'aide de mobilité, c'est vraiment des bourses pour la mobilité à l'étranger. La bourse Crous classique que l'étudiant a, il la garde même quand il est à l'étranger. Ça, c'est important. Mais à partir du moment où l'étudiant lui attribue une bourse avant son départ, eh bien, il recevra cette bourse un petit peu avant le départ, si c'est possible par rapport au paiement, mais en général, il va la recevoir peut-être dans le premier mois de sa mobilité. C'est aussi pour ça que c'est important de prévoir financièrement le budget nécessaire, parce que les paiements ne sont pas forcément dans les temps. Ça aussi, c'est important. C'est normal, ça fait partie des différentes contraintes administratives. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que ça s'anticipe aussi. D'accord. Sur les aspects aussi financiers, une précision par exemple par rapport au Canada ou aux États-Unis. C'est pour ça que l'aspect financier, c'est vraiment important. C'est que certaines universités, pour les visas, ils demandent des lettres de banque. L'étudiant doit prouver qu'il doit avoir un certain montant sur son compte avant le départ pour des raisons migratoires. En fait, il doit démontrer qu'il a les ressources suffisantes pour pouvoir rester sur le territoire américain ou canadien pendant un certain nombre de mois et de pouvoir repartir. Donc, ça suppose d'anticiper une certaine somme qui peut être entre 10 000, 12 000 $ par exemple pour un semestre. C'est important de tenir ça en compte aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur... J'ai une autre question de Nathalie. Est-ce aux familles de trouver le logement
ou est-ce qu'on nous aide? Est-ce qu'il y a une aide de l'IEP avec des partenariats de résidence étudiante? Peut-être Taos apporter la partie théorique et Joseph et Erika, expliquez-nous comment vous avez trouvé votre logement sur place. Taos, je vous laisse Oui, présenter sur alors la en table. général, pour la plupart des campus, des universités partenaires, les universités ont des logements sur le campus. Donc, directement, quand l'étudiant est accepté dans l'université pour un semestre ou pour un an, le bureau des relations internationales de l'université d'accueil va prendre contact avec l'étudiant et pour lui proposer des logements. Et s'il n'en a pas sur son campus, il va lui proposer des résidences universitaires avec lesquelles il travaille pour pouvoir justement les loger. Il y a aussi le réseau des étudiants. Les étudiants de l'université d'accueil aussi accompagnent les étudiants français pour la recherche de logements. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien et je pense que Joseph et Erika vont en parler juste après, c'est aussi le réseau d'entraide des promotions précédentes, voilà, qui justement ont eu des logements et peuvent communiquer les logements à la promotion qui suit. Ah, c'est super ça. Alors Erika, Joseph, en quelques secondes, expliquez-nous comment vous avez trouvé votre logement. Colocation? Je vais commencer si ça te va, Joseph. Alors moi, du coup, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que c'est très loin. Mais du coup, on a un énorme réseau de personnes en fait qui sont parties dans la même ville que moi. Donc, on a eu d'abord les contacts des propriétaires qui louent des maisons où les étudiants font des colocations. Et ensuite, ça s'est fait comme ça. Donc, on a pu avoir des contacts sur place. Et en fait, comme il y a un énorme réseau étudiant, il y a des gros groupes WhatsApp qui sont faits avec toutes les personnes qui partent à l'étranger dans la même ville. Et donc, il y a des échanges de contacts. Par exemple, s'il y a des personnes qui disent, bah, nous, on a trouvé un logement, il reste 1 ou 2 chambres disponibles. Et donc, le réseau se fait comme ça. Mais en général, il y a tellement de monde que ça se passe très bien. Tout le monde trouve. Parfait. Et vous, Joseph, à Dublin, je crois qu'à Dublin, c'est un peu compliqué pour... Oui, d'autant plus que le prix du loyer est assez exorbitant. Moi, ça va, j'ai réussi à trouver ce qui se trouvait sur la fourchette basse, on va dire, des loyers. J'ai fait un peu plus, comment dire, par rapport au bouche à oreille. J'ai su je suis entré en contact, je veux dire, avec une 4e année d'alors qui était partie à Dublin, justement. Et je crois que j'ai contacté des 3e années qui étaient en ce moment-là à Dublin. Et j'ai réussi à obtenir l'adresse d'une résidence étudiante, justement, pas très loin de l'université d'ailleurs. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, avec de l'entraide. Ok, on va passer à une autre question. Merci, merci pour vos réponses. Alors, question de Salomé. Comment choisir l'université pour notre 3e année? Pourquoi vous avez choisi Dublin et pourquoi vous avez choisi... je n'ai plus... Pareil, En quelques secondes, Erika, Joseph, pourquoi Dublin? Joseph, je te laisse commencer, vas-y. Ouais, merci. Pour plusieurs critères. Déjà parce que voilà, moi je préférais partir en Europe, plus particulièrement. Tous mes choix en fait ont été sur le continent européen. D'accord. Voilà, par souci de proximité, tout ça, pour différentes raisons. Je préfère aussi partir si possible dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais, puis aussi parce que j'avais des facilités en anglais. C'était plus simple pour moi, voilà. Ok, donc vous, c'était proximité et linguistique. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Le prestige de l'école, de Trinity College, a un peu joué aussi, ouais. Les prestiges, ça c'est aussi important là, peut-être, par rapport à la réputation et la notoriété de l'université partenaire. Et vous, Erika, en quelques secondes? Moi, c'était surtout pour profiter en fait de cette occasion pour aller dans un endroit où j'aurais pas eu l'occasion d'aller avant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de partir le plus loin possible. Et j'ai choisi du coup cette université parce que elle avait vraiment beaucoup d'échanges d'étudiants internationaux. Donc c'était l'idéal pour moi pour rencontrer beaucoup de personnes et aussi parce que les cours qui étaient proposés étaient vraiment très intéressants. Voilà. D'accord. Donc les cours, la langue, la notoriété de l'université, le prestige de l'université et proximité ou le plus loin possible du pays, quoi. D'accord. Question d'Aurore. Avez-vous réalisé un stage au cours de cette 3e année? Non. Non, je comprends. Non. Peut-être, Taos, nous dire quelques mots sur cette possibilité de comment ça se passe si on souhaite
si on souhaite réaliser un stage dans le pays où nous sommes allés. Et donc, j'ai une autre question, je vais rebondir sur une autre question là-dessus. Je me demandais, donc ça c'est une question de Jumon, si je me demandais s'il était possible de partir un semestre dans un pays, puis un deuxième semestre dans un autre pays. Donc voilà, les deux questions. Troisième année à l'international, comment ça se passe? Troisième année, par exemple, effectuer un stage, pardon, en troisième année, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible de faire un semestre dans un pays et un semestre dans un autre pays? Donc, pour la question des stages, de la même manière qu'il y a un service dédié à la mobilité universitaire étranger, il y a aussi des services des stages dans tous les établissements du réseau des SCPO qui accompagnent les étudiants dans la recherche du stage à l'étranger, qui prend plusieurs formes. Déjà des réunions d'information, premièrement, des réunions par zone géographique, puisque les stages peuvent être variables en format selon certaines régions du monde. Et puis aussi à travers les stages qui ont été effectués par les promotions précédentes. Ça, c'est aussi important. Voilà, on est vraiment toujours dans cette histoire dans cette dynamique de réseau. Le réseau est très important, le réseau des Beaucoup étudiants, d'entraide. le réseau de tous les stages qui ont été effectués. Donc, il y a un vrai accompagnement des écoles, des établissements pour l'accompagnement, que ce soit dans la recherche du stage comme de la préparation des candidatures pour les stages. Les lettres de motivation, les CV, des ateliers aussi d'entretien, les entretiens oraux. Donc, il y a un accompagnement sur tous ces aspects quant à la mobilité de stage. Et la question qui a été posée, si on peut faire deux mobilités dans deux pays différents, pour la mobilité mixte, oui, bien sûr. Quand un étudiant veut faire un semestre universitaire dans un pays, il peut faire un stage dans un autre pays. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est vrai que pour des questions de visa ou des fois des questions financières ou d'immersion, on peut conseiller aussi à l'étudiant de rester dans le même pays. Mais c'est tout à fait possible d'aller dans deux pays différents. Ça va dépendre du projet de l'étudiant, en fait. S'il veut tester, avoir une expérience dans deux cultures différentes, c'est aussi ce que nous, en tant qu'établissement, on doit aussi encourager. Donc, il ne faut pas mettre des barrières qui sont pas utiles. Par contre, il faut garder en tête que oui, par exemple, on fait un visa, ben, voilà, si on veut changer de pays, il y a des questions voilà, relatives au visa, si ça implique un visa, bien entendu. Voilà, en fait, c'est une question de préparation et d'anticipation. Mais c'est possible, bien entendu. D'accord. On va prendre une dernière question. Cette table ronde passe très vite grâce à vos témoignages très inspirants. Peut-on avoir un job d'étudiant sur place? Est-ce que c'est possible ou on préfère finalement prendre ce temps pour visiter le pays? Est-ce que c'est possible d'avoir un petit job étudiant? Je veux bien répondre si vous voulez. Allez-y, Erika. Alors moi, j'ai eu la chance, du coup, en fait, quand vous partez à l'étranger, vous avez moins d'heures de cours. Bien sûr, ça reste quand même académique, etc. Mais c'est vrai que du coup, vous avez le temps. Moi, j'ai fait un bénévolat. C'était pas rémunéré, mais voilà, c'est une expérience en plus. En revanche, je sais que j'ai des amis, par exemple, qui sont partis au Canada et qui étaient, par exemple, sous un visa et qui n'ont pas pu travailler. oui. Parce Ça qu'en fait, aussi. ils avaient un visa étudiant et donc ils ne pouvaient pas travailler, sinon ils étaient dans l'illégalité. Donc il faut bien faire attention à ça. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est encore une anticipation, une préparation à l'amont avant de partir avec les équipes des relations internationales dans chaque... qui a vraiment c'est très important finalement sur tous les aspects de bien préparer son départ. Et petite dernière question, est-ce que vous avez eu un peu le temps de voyager un peu dans le pays? Voilà, c'est une petite dernière question là que j'ai eue. Oui, carrément. Beaucoup. Oui, il y a aussi Oui, cet oui. aspect culturel. Oui, bah, il y a beaucoup de vacances en fait, et comme en général on rentre pas, on a le temps de prendre un sac à dos et de partir en randonnée, ou Génial. voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, on va clôturer. Merci beaucoup à tous les intervenants, à vous tous, pour vraiment vos témoignages. Merci à tous les participants, à toutes vos questions. Voilà, vous avez bien entendu comme quoi vraiment il y a une préparation en amont très importante pendant tout au long de la deuxième année par un travail exceptionnel de toutes les équipes des relations internationales dans chaque IUP qui vous accompagnent vraiment dans cette préparation. Et en fait, après, il y a aussi une entraide
entre chaque promotion, hein, où on se transmet finalement les bons plans, que ce soit logement, culturel. Et aussi, vous êtes évidemment accompagné tout au long de cette année avec les équipes sur place. Donc, finalement, tout se passe bien. Hein, voilà, dernier petit conseil, c'est allez-y, les yeux fermés. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous invite maintenant tous à rester bien sûr connectés pour la prochaine conférence consacrée à la vie étudiante et à cette riche vie associative qui se passe sur tous nos IUP du réseau Sciences Po. Vraiment une vie associative riche et dynamique. Donc, très belle continuation à tous et à tout de suite pour la prochaine conférence. Merci à Taos, Erika et Joseph. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.